Vous qui regardez cette vidéo connaissez peut-être Camus l'écrivain, le Camus philosophe ou le Camus politique. Mais connaissez-vous l'humain Camus? Continuez Jackson, m'intéresser. Sous le cycle de l'absurde, le roman L'étranger et la pièce de théâtre Caligula, se cache un homme qui a beaucoup à nous apprendre. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. Albert Camus, né dans un milieu pauvre de l'Algérie française et devenu l'un des philosophes français les plus influents du XXe siècle, a connu une vie courte, mais riche en enseignements. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en présenter trois. Trois pensées philosophiques qui ont fait la force de Camus et qui pourraient bien faire la vôtre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans 3 secrets. Comme d'habitude, les secrets qui vous sont délivrés dans ce format n'engagent que moi. Ils sont parfois grandement spéculatifs étant donné que je me base sur les événements, les faits et les prises de parole des personnes étudiées pour en faire l'analyse. Et en l'occurrence, je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec Albert Camus en personne. En revanche, ça n'en sera pas moins intéressant, puisque j'ai vocation à partager avec vous la grille de lecture que je me fais du personnage, et croyez-moi, il y a de la matière. Pour commencer, plongeons-nous un petit peu dans la vie du bonhomme en repartant du début. Comment ce garçon éduqué par une famille fauchée et une mère illettrée a pu parvenir à la renommée? Albert Camus voit le jour le 13 novembre 1913 dans une petite province d'Algérie. De son père, il ne connaîtra presque rien, car celui-ci fut appelé au front quelques mois après sa naissance et il mourra quelques semaines plus tard. Sa mère, elle, était en partie sourde et ne savait ni lire ni écrire, ce qui limitait grandement les échanges qu'elle pouvait avoir avec le garçon. Durant son enfance, le petit Albert sera majoritairement influencé par ses camarades et par l'un de ses professeurs, Louis Germain, qui ira même jusqu'à l'inscrire sur la liste des candidats aux bourses pour qu'il poursuive des études dignes. Il est important de noter qu'âgé d'à peine 10 ans, Albert Camus se fait remarquer pour sa soif de savoir et sa volonté d'étudier. Grâce à cela, il parviendra à étudier dans un lycée algérois bien réputé, où il découvrira notamment les cours de philosophie dès l'automne 1930. Décembre 1930. Il crache du sang, tousse, se fatigue. On lui diagnostique une tuberculose. Il doit inévitablement subir un séjour à l'hôpital. Interdiction absolue de s'exposer au soleil. Pas d'antibiotiques à l'époque pour le soigner. Il est condamné. Désormais, la menace de la mort ne le quittera plus. Ce n'est pas moi qui renonce aux êtres et aux choses. Je ne le pourrai pas. Ce sont les êtres et les choses qui renoncent à moi. Ma jeunesse me fuit. C'est cela, être malade. Ce séjour va être un véritable électrochoc pour Albert, qui prend alors conscience de la fragilité de son existence. S'ensuit une convalescence chez son oncle, qui va renforcer l'attrait que pouvaient avoir la lecture et l'écriture à ses yeux. Retombée inattendue de la tuberculose. C'est elle qui fait entrer Camus en littérature. Il passe en effet sa convalescence chez l'oncle Acco, un boucher anarcho-voltairien. Dans sa bibliothèque se côtoient Anatole France, Valéry, Zola et même Joyce. Camus dévore tout goulûment. Cet événement participera d'ailleurs à l'élaboration du concept d'absurde chez Albert Camus. Après la mort du père et la pauvreté, la maladie. Décidément, si Dieu existe, il n'a pas d'excuse. Seule une rage de vivre pourrait triompher de la terreur de la mort. L'absurde n'est rien d'autre que cet affrontement. Fort de grandes réflexions, le philosophe écrira ses premiers essais autour de 1932, tout en commençant à militer politiquement et en poursuivant ses études philosophico-littéraires. De fil en aiguille, il obtiendra son diplôme, se lancera dans le théâtre et écrira ses plus grandes œuvres, tout en tenant des postes importants dans le milieu de l'édition et de la presse. Il atteindra l'apogée de sa carrière dans les années 50, en recevant notamment le prix Nobel de littérature au cours de l'année 1957. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Ce jeune pied noir, dont l'avenir ne s'annonçait pas rose, aura alors à tout jamais marqué l'histoire. Notre recherche a pour but de satisfaire notre plénitude. Dans la première et la dernière liberté, Krishnamurti aborde la question de la recherche qui nous concerne tous. Quel est le but que poursuivent la plupart d'entre nous ? Quel est notre désir le plus profond? Dans ce monde agité, où tous s'efforcent d'une façon ou d'une autre de trouver une paix, un bonheur, un refuge, il est important, n'est-ce pas, que chacun de nous sache le but qu'il veut atteindre, l'objet de ses recherches. Mu par la quête de quelque satisfaction,
Camus s'est élevé. Peut-être que la pauvre condition sociale qu'il a connue durant des années l'a poussé à vouloir l'émancipation et un peu plus de confort. Mais au-delà de ça, Camus était assurément animé par l'envie de savoir, par l'envie de connaître, animé par la volonté profonde de sortir un peu de l'ignorance, de se rapprocher un peu plus de la lumière. N'est-ce pas quelque chose que nous connaissons tous? La vie quotidienne, si elle est sans compréhension, vous poussera à passer à côté de l'amour, de la beauté, de la mort. La quête de compréhension est ce qui unit la majorité des philosophes. Et typiquement, je pense que c'est un point que nous gagnerions vraiment à étudier dans nos vies quotidiennes. Que l'on soit boulanger, écrivain, vendeur ou enseignant. Car au-delà de nous réunir autour des choses de l'esprit, la recherche de connaissances nous dirige et nous amène même à élargir le champ des possibles. Cette quête nous mène même à considérer que nous ne sommes ni boulanger, ni vendeur, ni enseignant. Nous sommes des humains, perdus dans l'immensité de l'univers, à la recherche de quelque accomplissement. Certains, au milieu de cette noirceur, aspirent à un peu plus de clarté, de l'ombre à la lumière. Pour autant, la vie ne se résume pas qu'à une simple recherche de compréhension du monde. Enfin, on pourrait la résumer à cela, mais ça serait louper un pan énorme des possibilités que la réalité nous permet. Et ça, Camus l'avait bien compris. À l'inverse de ses homologues qui ont connu des vies très austères, Kant, Descartes, Spinoza entre autres, Camus, lui, croquait la vie à pleines dents. Malgré sa marquante découverte du concept de l'absurde et ses diverses réflexions métaphysiques, le philosophe était un homme de terrain. Alors voici venu le temps de notre second secret. Entre les troupes de théâtre qu'il a organisées, les fêtes et les dîners auxquels il a assisté, le mode de vie qu'il a pu expérimenter et les femmes qu'il a côtoyées, on peut le dire sans grande peine, Camus vivait bien. Faut vivre la vie au jour le jour, à la seconde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il profitait d'une grande partie des expériences que peut connaître l'homme, et ce, du début jusqu'à la fin de sa vie. Dans sa jeunesse algérienne, il connut la mer et le soleil, les moments entre amis, la nage et le football. Au sortir de l'adolescence, il commença à côtoyer des femmes. Il y a même des périodes où Camus côtoyait plusieurs femmes en même temps. Au jour le jour. Et ce, tout en travaillant pour les causes qui lui tenaient à cœur. Ces faits-là, parmi d'autres, mettent en exergue le lien profond que Camus entretenait avec le réel, avec l'expérience. Une partie importante de sa philosophie tourne d'ailleurs autour du thème essentiel de l'amour, qu'il pressentait déjà comme une racine fondamentale de l'homme. Or, il y a parfois chez certains philosophes une tendance à quitter un peu le terrain pour s'élever dans l'abstraction. Il y a chez certains philosophes une sorte de détachement face au réel, même s'il n'est jamais total, bien entendu, qui les mène à délaisser un peu l'expérience de la vie elle-même. De son côté, la philosophie de Camus s'est construite et n'a fait que se construire sur des expériences triviales. Le fait par exemple que ce soit sa tuberculose qui l'ait amené à explorer le concept d'absurde en est une bonne illustration. Le fait aussi qu'il se soit engagé politiquement pour plusieurs causes et à plusieurs reprises participe de cela. Albert Camus ne s'enfermait pas dans sa chambre pour spéculer sur les grandes questions métaphysiques, il allait à la rencontre du monde, car c'est en son sein que tout se trouve. Comment traiter la question de la condition humaine et de l'amour si on ne l'expérimente pas? Comment aborder l'idée de liberté et de sens si on ne l'a pas soi-même vécu dans sa chair? Quoi qu'il en soit, son œuvre se base sur quelque chose de très vivant, car expérimenté. Les expériences qu'il a vécues l'ont aidé à développer et à enrichir son travail intellectuel. Et son travail intellectuel l'a mené à rendre les expériences qu'il a pu vivre plus fortes, plus utiles. Ainsi, je dis qu'Albert Camus vivait à fond, en ceci que sa vie même constituait un équilibre parfait entre les choses de l'esprit, la rédaction de ses ouvrages, ses réflexions, et les expériences concrètes, l'amour, le travail, l'engagement politique. Bon, parfois on se pète la gueule, mais ça vaut le coup. Voici donc son deuxième secret. Camus fait vivre sa pensée en s'inspirant du réel, et vit mieux le réel en partant de sa pensée. Et d'abord, je trouve que le théâtre est un lieu de vérité. On dit généralement, il est vrai que c'est le lieu de l'illusion. Mais n'en croyez rien. C'est la société plutôt qui vivrait d'illusions. Bon, c'est ce que font d'une manière ou d'une autre tous les philosophes, quels qu'ils soient, vous me direz. Et vous aurez raison. Mais c'est typiquement un fait qui saute aux yeux chez Albert Camus quand on s'ouvre un peu à ce qu'il a vécu. Seule une rage de vivre pourrait triompher de la terreur de la mort. L'absurde n'est rien d'autre que cet affrontement. Et comme le disait Marc Aurèle dans ses célèbres pensées, qu'est-ce donc qui peut nous guider? Une seule et unique chose. La philosophie. N'oubliez pas qu'au départ, la philosophie est un outil au service de l'homme. Et j'irai plus loin en disant que l'homme est un outil au service de la philosophie, dans le sens où le devoir du philosophe consiste à utiliser et à rendre pérenne cette discipline, de la même façon que le routier met de l'essence dans son camion. Alors la vie belle, ce n'est pas la vie d'expérience en tout genre. La vie belle, c'est la vie faite d'expériences en tout genre, soutenue par la pensée et en soutien de la pensée.
Au moment où Camus connaissait le confort et la gloire, beaucoup auraient tourné leur veste. Beaucoup auraient laissé de côté leurs idéaux premiers afin de profiter d'une vie plus folle, plus extravagante. J'adore votre collier, il est très joli. 200 000 € chérie. Camus, lui, n'a pas perdu de vue ses aspirations. Certes, sa pensée a évolué de son adolescence à sa mort, mais son désir de justice, de lucidité et de vérité sont restés inchangés. Ce sont par exemple ses convictions philosophico-politiques qui vont le pousser à se brouiller avec Jean-Paul Sartre et d'autres amis. Ce sont encore ces convictions qui vont le pousser à rompre toute relation avec l'UNESCO en 1952 afin de protester contre l'admission du franquisme par l'ONU. Il va participer à la résistance contre l'occupation allemande, contre la peine de mort ou encore contre la pauvreté et l'oppression du peuple algérien. Bref, Albert Camus vivait littéralement de ce désir d'émancipation des individus et de justice entre chacun. Comme il le rappellera bien lors de son discours de réception du prix Nobel en 1957, « Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. » Avec ses textes, ses discours et ses actions, il luttera contre les inégalités et les oppressions, allant au secours des Espagnols antifascistes, des objecteurs de conscience, durant la Seconde Guerre mondiale notamment, ou encore des victimes du stalinisme. Durant son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte, le philosophe a fondé ses convictions. Bien sûr qu'il aura évolué ensuite, mais celles-ci ne l'auront jamais quitté. Advienne que pourra, il ne fera pas partie des inconstants ou de ceux qui changent de camp dès que s'annoncent quelques boucans. Camus restera fidèle à ses idées. Le goût de la vérité à tout prix est une passion qui n'épargne rien, et à quoi rien ne résiste. Cela ne vous rappelle personne? Continuez Jackson, vous m'intéressez. L'attachement à la vérité propre à Camus fait directement écho, selon moi, à la figure de Socrate, le célèbre philosophe athénien. Celui-ci était si attaché à ses convictions qu'il est arrivé un peu trop arrogant au tribunal et en est mort par condamnation. Alors qu'il aurait pu ne pas faire preuve d'insolence au tribunal, alors même qu'il aurait pu s'échapper dans la nuit qui précéda sa condamnation. C'est cet attachement viscéral à la vérité qui unit les deux hommes. Oh, le meilleur des hommes! N'as-tu pas honte de te soucier de la façon d'augmenter le plus possible richesse, réputation et honneur, alors que tu n'as aucun souci de la pensée, de la vérité et de l'amélioration de ton âme, et que tu n'y songes même pas? Et Camus d'écrire « Mourir pour une idée », c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée. Pour de nombreux philosophes, l'attachement à la vérité est un prérequis pour faire de la philosophie. Cet attachement est un prérequis car s'il n'existe pas, le philosophe n'a pas assez de cran pour commencer et tenir ses recherches. Et si le philosophe ne tient pas ses recherches, il ne fait pas de philosophie. C'est honteux! Dans ce contexte, on pourra bien sûr rétorquer que la nuance est essentielle et qu'il faut parfois être capable de quitter un peu ses convictions pour mieux comprendre celles des autres. Mais quand bien même, sur le terrain, il faut des convictions, car sans elles, il n'y a pas d'action. Ainsi donc, nous ne cessons de frôler la dimension pratico-concrète de la philosophie dans cet épisode. Et c'est là-dessus que j'aimerais finir. Si la philosophie est une discipline confectionnée par l'humain pour sa propre compréhension des choses, il va sans dire qu'elle est au service de l'humain, théoriquement. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, les bénéfices de son utilisation ne sont pas clairs du tout. Je suis jalouse de toi, t'as la tronche que t'as, tu crois que je suis jalouse de toi? Alors là, je suis 100% mieux que toi. Aussi, la façon de rendre la philosophie concrète est encore difficile à déterminer pour le commun des mortels. Toi t'es qui? Toi t'es qui? Non, toi t'es qui? Toi t'es qui? Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais en fait, tout est là, dans l'échange, dans l'analyse, dans la contemplation, dans l'art, dans la discussion profonde et sincère. Pourquoi vous restez en vie malgré l'absurdité fondamentale de l'existence? Quel est le sens de la vie d'après vous, si tant est qu'il y en a un? Vous vous demandez comment atteindre le bonheur, comment vous rendre utile au monde? Vous êtes en plein dans la philosophie. In fine, le premier cadeau que cette discipline a à nous faire, c'est celui-ci. J'ai plutôt l'impression qu'il faut être fort et heureux pour bien aider les gens dans le malheur. Celui qui traîne sa vie et succombe sous son propre poids ne peut aider personne. Celui au contraire qui se domine et qui domine sa vie, celui-là peut être vraiment généreux et donner efficacement. Elle nous fait prendre conscience que ce qui compte vraiment, ce n'est pas la réponse que l'on apporte aux grandes questions, mais le pas que l'on fait vers ceux qui se posent aussi ces grandes questions.